Alors, Monsieur Lorenzi, bienvenue. Corrigez-moi si je me trompe, mais en quelques mots, je voulais vous présenter. Donc, vous êtes fondateur du Cercle des économistes. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine, président de la chaire Transition démographique, Transition économique. Vous êtes également président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et alors, je crois que vous vous réunissez au mois de juillet et je crois que vous allez travailler sur le thème des transformations du monde. Donc, tout ceci est fort à propos. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage qui est sorti l'année dernière, un ouvrage qui s'appelle « La grande rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter », qui a été rédigé avec Alain Villemeur. Et cet ouvrage, il est sorti l'année dernière, mais il vient d'obtenir le prix Colbert de l'Institut de France. Alors, c'est pas rien. Oui, c'est quand même... Vous êtes fiers un petit peu? Vous pouvez applaudir. Hein. Alors, je ne vais pas trop m'avancer sur le sujet de l'ouvrage, mais je sais que vous étudiez cette question de croissance sobre. Comment est-ce qu'on pourrait y parvenir? Comment est-ce qu'on peut trouver des leviers pour atteindre une croissance sobre? Ça implique évidemment aussi de connaître une phase de transition pour atteindre cette croissance sobre. Donc, beaucoup de questions aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole. Vous avez jusqu'à 9h50, vous avez un timer ici, donc tout ça est très précis, très bien organisé. Et puis, vous aurez une dizaine de minutes pour discuter avec la salle ensuite. Je sais que ça vous tenait à cœur, donc vous aurez un petit temps d'échange également. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous avez la gentillesse d'être timekeeper, parce que comme je suis effrayamment bavard, j'ai toujours peur de dépasser le temps qui m'est imparti. D'abord, un grand merci aux actuaires. J'ai rêvé toute ma vie de devenir un actuaire, mais comme toute chose dans la vie est possible, on m'a dit que les épreuves étaient plus faciles pour les plus de 70 ans, donc j'ai quand même un espoir de me lancer maintenant dans de nouvelles études. J'ai une quarantaine de minutes, j'ai longuement réfléchi à la manière dont, au fond, des économistes, en réalité, puisque les actuaires sont des économistes, de manière très importante de poser les questions de cette nature, comment je pouvais essayer de vous intéresser et peut-être vous faire réfléchir. Et je me suis dit que la meilleure manière de le faire, c'était de réfléchir à partir de 5 mots qui guideront cette réflexion, peut-être les quelques questions sur lesquelles on pourra débattre à la fin de cette session, et peut-être vous plonger dans un monde d'incertitude qui est totalement opposé à la rigueur et à l'espoir de tout actuaire qui sait à quel point tout est prévisible et calculable. Dans le cas de ce que je vais vous dire, je n'y crois pas, donc ça va bien ouvrir vos travaux. Les 5 mots auxquels j'ai pensé sont les mots suivants. Ils sont évidemment très critiquables, donc je ne prétends absolument pas détenir une vérité quelconque, mais je crois qu'ils peuvent éclairer en tous les cas une démarche intellectuelle qui est satisfaisante. Le premier, c'est le mot de fragilité. Le deuxième, c'est celui de trajectoire. Le troisième, c'est choc, pas incertitude. Et puis, nouveau paradigme, parce qu'il faut quand même sortir avec une sorte de joie de vivre et une espérance qui peut-être correspond aux souhaits des uns et des autres dans cette sortie de crise ou dans cette sortie d'une crise sanitaire. Enfin, encore que, on me dit que c'est pas fini, mais enfin bon. La fragilité, c'est ce que nous avons tous vu. Nous avons eu, comme vous le savez, 2 élections depuis 3 mois et rarement, malheureusement pour moi, j'ai assisté ou participé à beaucoup d'élections. Je n'ai jamais vu, et nous n'avons jamais vu un débat économique qui soit aussi faible et qui soit aussi inexistant. Ce n'est pas la faute des gens, moi je ne suis pas du tout porté à faire des critiques des uns des autres, il y a sûrement toujours un peu de calcul politique, mais la réalité c'est que dans les faits, nous sommes plongés dans un brouillard, on va le voir tout à l'heure sur les chocs, et peut-être sur la manière de poser les problèmes, dans un brouillard tel que c'est extrêmement compliqué de progresser, d'analyser. Moi, je considère que quelqu'un qui fait des prévisions à plus d'1 an, sauf si c'est son métier, c'est le cas de beaucoup d'institutions, mais c'est évidemment très dangereux parce que personne ne sait ce qui peut se passer dans l'année qui vient. Et quand je dis l'année qui vient, je suis évidemment très optimiste. Il y a aussi des failles de la théorie économique. Lorsque j'étais professeur non émérite, pendant des années, j'ai enseigné la théorie monétaire.
théorie monétaire, c'était d'une simplicité, c'était merveilleux. C'était un modèle qui était parfait, le rôle de la Banque centrale, les banques, et comment l'accroissement des liquidités pouvait conduire à des mécanismes qui conduisaient à l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Tout ceci s'est révélé dans les 15 dernières années inexact. Et donc, le fond, la réalité est que le modèle dans lequel nous avons réfléchi a conduit d'ailleurs certains à imaginer une nouvelle théorie monétaire qui se fondait plutôt sur un environnement dans lequel les taux d'intérêt étaient durablement négatifs ou très faibles, dans lequel l'inflation était maîtrisée, dans lequel, etc., etc., etc. Je vous rappelle que tout ça date d'il y a moins de 2 ans. Il y a des très bons papiers faits par des très bons économistes qui développent cette théorie. Pas de chance pour eux, parce que une théorie, c'est bon si ça tient 4-5 ans. Là, les événements montrent que les choses sont plus compliquées. Elles ne sont pas d'ailleurs un retour à la théorie monétaire telle qu'on a pu tous l'enseigner, aussi simple. Elles reviennent simplement à s'interroger sur ce que peut faire aujourd'hui ce que peut faire par exemple les banques centrales. Je suis inquiet sur la fragilité, c'est là d'où vient le mot, tout simplement parce que on voit bien que les banquiers centraux, je parle de Jérôme Powell, est confronté à une situation qui est impossible. En réalité, les mécanismes de hausse des prix sont des mécanismes qui sont largement exogènes, qui sont un retour à l'économie réelle, qui sont liés à des dysfonctionnements de marché de biens et services, et évidemment peu de phénomènes monétaires traditionnels qui auraient été liés au fait qu'on va réduire, par exemple, le bilan d'une banque centrale, on va hausser les taux d'intérêt au sens de la politique monétaire et au sens de l'impact que ça peut avoir sur l'économie. Et donc, vous voyez bien comment cet homme, et ce groupe d'hommes, et puis en Europe, c'est aussi des gens tout à fait soucieux de l'intérêt général, mais comment ils sont confrontés à un problème qui est extrêmement difficile, parce qu'au fond, le seul moyen de régler ce sujet qui ne peut pas s'appuyer sur une analyse monétaire traditionnelle, c'est évidemment de ralentir et éventuellement, si on pousse le bouchon un peu loin, de ralentir au point d'aboutir à une récession, ce qui n'est pas totalement inenvisageable, une récession aux États-Unis, une récession peut-être dans le monde, et donc tout ceci, tout simplement parce que, au fond, il n'y a de moyen que celui qui consiste à arrêter ou à limiter la croissance ou même pousser vers la décroissance de l'activité économique. Ce mot de fragilité est donc très important. Il n'y a pas un seul économiste, me semble-t-il, travailleur et sérieux, qui puisse aujourd'hui dire ce que devrait faire ou ce qu'il ferait s'il était à la place de tel ou tel. C'est peut-être plus facile pour la Banque centrale européenne, qui doit éviter par tous les moyens d'avoir une explosion des taux d'intérêt à long terme entre les différents pays, et qui du coup va vraisemblablement proposer des solutions qui ne sont pas si différentes de ce qui a eu lieu auparavant. Mais ailleurs, le discours l'emporte. Il faut lutter contre l'inflation, et lutter contre l'inflation, c'est obligatoirement toucher de l'économie réelle. Vous savez que c'est un sujet qui a toujours passionné tous les économistes depuis 2 siècles, la relation entre l'économie monétaire et l'économie réelle. Et bien là, on est vraiment dans une relation extrêmement simplifiée et donc, par nature, très fragile, parce que difficile à comprendre. Le deuxième mot, c'est celui de trajectoire. Trajectoire, j'avais écrit ma définition, disons, de processus de création d'une trajectoire. Ce sont l'ensemble des variables économiques et sociales qui déterminent l'évolution à moyen terme et long terme d'un pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la position que j'ai, que beaucoup d'autres ont, pas de prétention dans ce domaine, ni dans d'autres, c'est l'idée que les économies ne sont pas soumises à des évolutions quotidiennes ou très de court terme, comme on l'imagine souvent. J'ai l'impression que toutes les choses se déroulent heure par heure ou jour par jour, selon les évolutions des marchés. En réalité, elles suivent des évolutions que moi je baptise trajectoires, qui sont des évolutions qui peuvent être une sorte de corridor, mais extrêmement contraignants, déterminés par toute une série de variables. Et la première, c'est évidemment la démographie. Braudel disait que le monde ne pouvait être, ou l'histoire du monde ne pouvait être comprise qu'à travers les évolutions démographiques. Il avait
ça veut rien dire, il avait raison, mais c'est évidemment une pensée très forte. Et la démographie, que moi je baptise, ou que j'appréhende, non pas par la croissance démographique, mais par le vieillissement baptisé ou défini par les mots c'est très simple, d'accroissement de l'âge moyen de la population, a des impacts qui sont évidents. Ça a un impact sur la créativité. C'est très curieux d'ailleurs d'imaginer qu'on est dans une période d'innovation exceptionnelle avec une population qui est vieillissante. Ce n'est pas les gens de 70 ans qui, évidemment, inventent les choses les plus étonnantes. C'est très compliqué parce que c'est lourd dans les finances publiques, et ou plus exactement dans la dépense d'une collectivité, que ce soit privée ou publique. C'est clair que, par exemple, les 20% de Français qui ont plus de 60 ans, en réalité, pas prélèvent, parce qu'ils l'ont payé, mais sont les récipiendaires pour le moment, d'un peu plus de 20% du PIB. On peut dire 14% de retraite et 6% de santé qui leur sont directement dédiés. Et vous voyez bien que ceci ne peut qu'augmenter, puisque dans la réalité, j'allais dire, l'évolution démographique, même d'un pays comme nous, qui est plutôt à l'abri d'une décroissance démographique forte, je veux dire, ça va commencer à augmenter, pas du tout de manière symétrique. Tous les travaux du corps montrent qu'il y a plutôt un ralentissement du niveau des retraites, ou de la part des retraites, puisqu'on passerait à quelque chose qui serait plutôt compris entre 13 et 14. En revanche, c'est la santé et la dépendance qui est le sujet absolument clé. Ce n'est pas les retraites qui sont le sujet. Je ne sais pas qui a pris notre président de se lancer pour la deuxième fois dans cette bagarre. C'est évidemment la dépendance. Et la dépendance que peu de personnes ont aujourd'hui de capacité de chiffrer, en tout cas des coûts que ça peut entraîner. On traîne tous autour des 30 milliards, mais si la dépendance se mettait à s'accroître de manière très forte, on arriverait assez rapidement, et si on finance les aidants, à des chiffres qui seraient très très importants, qui atteindraient récemment la centaine de milliards. Donc on est sur un sujet majeur, et vous voyez bien que c'est cette croissance. Et puis le troisième aspect, le plus important me semble-t-il, de loin, c'est le fait que, sans être un prix Nobel d'économie, on peut tout à fait se souvenir qu'il y a une évolution naturelle des individus au fur et à mesure de leur vie à essayer de limiter le risque qu'ils encourent avec leur épargne. Et évidemment, une société vieillissante se retrouve avec un dispositif j'allais dire, de rejet ou d'éloignement du risque qui n'est pas très favorable pour une économie qui se devra, dans les années qui viennent, puisqu'elle est confrontée à des transitions et à des chocs importants, bouger de manière très forte. Il faudra investir de manière très, très importante. Comment est-ce qu'on peut investir? Très compliqué. Ma conviction, c'est que un jour ou l'autre, comme on l'avait fait d'ailleurs sur le programme nucléaire, on aura bien l'argent privé, mais quelque part, il faut un peu de garantie. C'est déjà très intégré dans notre culture, puisque la science-vie et les fonds en euros, c'est bien une garantie qui est donnée. Moi, je pense que ce sera une garantie publique, mais souvent sur des formes qui sont très nouvelles, et sûrement avec des modalités qui ne sont pas celles d'une garantie totale, avec des chiffres, etc. Tout ça se fera vraisemblablement dans les mois et années qui viennent, mais de manière assez nouvelle. Si je reprends toujours la trajectoire mondiale, on s'aperçoit que 2 ou 3 autres critères interviennent. Alors, je ne vais pas vous les développer parce que je vois que le temps passe. Évidemment, le problème qui, j'allais dire, nous pose peut-être les interrogations les plus fortes, c'est les évolutions de la productivité. Vous vous souvenez, là, il y a 30 ans de ça, cette phrase de Solow disant « il y a des ordinateurs partout, sauf dans les gains de productivité ». Après, il y a des débats éternels, comme les économistes adorent le faire. Il y a cette histoire de stagnation séculaire qui est assez curieuse, puisque qui peut dire ce qui se passera dans un siècle. Mais en tous les cas, il y a un constat que les gains de productivité ont quand même été très largement ralentis dans les 15 dernières années ou 20 dernières années, et que c'est un élément fort, puisque la croissance se fait à partir de la productivité. Et puis, il y a tout un bloc qui porte sur le rôle de la finance, mais ce serait beaucoup trop long à le développer. Le rôle d'ailleurs, j'allais dire, des banques centrales dans cette mécanique, en créant évidemment beaucoup de liquidités, et l'impact sur les inégalités que ça crée dans nos sociétés, inégalités de revenus,
qui sont moins importantes que les inégalités de patrimoine, pour une raison qui n'est pas compliquée, c'est que les liquidités qui ont été créées dans les banques centrales sont bien allées quelque part et on les retrouve dans les marchés, ce qui a permis d'expliquer d'ailleurs cette hausse exceptionnelle des marchés, enfin peut-être ce retour, mais cette hausse en tout cas importante, et sur tous les marchés, y compris celui de l'immobilier, ce qui crée des problèmes d'inégalité et de gestion d'une société comme la nôtre extrêmement compliquée, puisque les jeunes, la génération jeune a beaucoup de mal à pouvoir, j'allais dire, s'insérer de manière satisfaisante, et notamment en matière de logement. Il se trouve que c'est un des trous noirs de la politique française. Le logement, c'est incompréhensible que ce problème soit aussi maltraité, toutes catégories confondues, mais je dois dire que c'est quand même une grosse difficulté. Enfin, dernier point, la France, et ça c'est le point important, et c'est une énigme qu'on voit qui se traduit par l'évolution dans les toutes dernières années du fonctionnement du marché du travail. Il y a sûrement beaucoup de raisons, mais la France est sur une trajectoire, j'allais dire, si je prends dans les variables économiques et sociales, celle qui caractérise le marché du travail, sur une trajectoire qui est une trajectoire différente de celle qu'elle avait connue dans les 30 dernières années. Il y a une évolution forte. Alors, il y a un coût, il y a des évolutions. Moi, j'étais dans un cabinet de Premier ministre il y a très, 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 très longtemps. Et je me souviens qu'on répétait inlassablement avec ce regard mouillé de larmes sur ce qui se faisait chez nos voisins allemands. On disait toujours les Allemands, les Allemands, les Allemands. Et c'était évidemment sur tout ce qui concernait l'alternance, tout ce qui concernait au fond, la formation professionnelle, en tout cas pour les jeunes. Et c'est vrai qu'il y a eu des résultats tout à fait étonnants. Il y a eu un peu d'argent, il y a eu un changement d'acteur, il y a eu tout ce qui permet en réalité de montrer qu'on peut faire changer les choses en France. Et le fonctionnement du marché du travail, ça démarre vraisemblablement avec les propositions de Mme El Khomri à la fin du quinquennat Hollande. Et puis ça s'est poursuivi, les évolutions de règlements sur le marché du travail. On a toujours tendance dans le pays à sous-estimer ce qu'on fait de positif, mais là, il se trouve qu'on est vraisemblablement dans une trajectoire. Et le seul point intéressant dans le non-programme du président élu, c'est lorsqu'il parle de plein emploi. Alors, il définit son plein emploi de manière un peu souple, puisque dans la fin du quinquennat, on serait à un peu plus de 5% de taux de chômage. C'est une chose à laquelle je crois, mais pas sur un laps de temps aussi court. Dans le livre qui a été cité, au passage, d'ailleurs, je suis obligé de le dire, un excellent livre que vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes librairies, y compris pour les gens qui sont insomniaques, parce qu'il est quand même un peu rasoir. Il y a quand même cette idée assez simple qu'on peut atteindre un taux de chômage de 4% à toute une série de conditions qui sont, j'allais dire, aujourd'hui, de mon point de vue, assez réalisables. Donc il y a vraiment eu une modification de la trajectoire française, et il faut bien le garder en tête, c'est important, et c'est, j'allais dire, ce sera un peu la conclusion, c'est entre les mains des acteurs divers et variés, et c'est jouable. Les chocs, je vais rapidement, mais jamais nous n'avons eu une concentration de chocs aussi significative et importante. C'est le choc climatique, même si il s'avère que c'est compliqué de traiter le sujet. On fait un diagnostic qui est favorable, mais comme vous le verrez, comment est-ce qu'on procède, c'est un peu plus compliqué que dit. Encore que ce qui s'est passé avant-hier ou hier, non avant-hier, au Parlement européen est tout à fait symptomatique d'une volonté d'avancer. Il y a ce choc j'allais dire, de sortie de crise. Je pas du tout, ne le prenez pas pour une prétention intellectuelle, mais il se trouve que j'ai pendant 20 ans travaillé sur toutes les crises, à partir de celle du 19e, toutes les crises endogènes, exogènes. Vous savez qu'à partir en gros, de la crise de la pomme de terre en Irlande, qui avait été absolument dramatique, c'est la dernière grande crise exogène, c'est-à-dire liée à des phénomènes sur lesquels nous n'avons pas de maîtrise. Et tout le reste, ce sont des crises que nous avons créées nous-mêmes par excès de liquidité, par ceci, par cela, par tout ce qu'on peut imaginer.
Mais les crises exogènes avaient une caractéristique, alors il y en avait beaucoup avant, c'était évidemment des crises climatiques, agricoles, sanitaires, etc. Nous sommes tombés dans une crise qui est une crise sanitaire, et j'ai toujours regardé avec beaucoup de circonspection le discours, enfin entendu le discours de ceux qui pensaient que le rebond allait se faire de manière naturelle. Évidemment qu'il y a eu un rebond très d'ailleurs remarquable en France pour 2021 et début de 2021, enfin jusqu'à la fin de 2021. C'était bien et on revenait à des niveaux qui se rapprochaient de ce qu'on avait connu auparavant. Sortir d'une crise qui, n'oubliez jamais, on parle toujours de macroéconomie, mais la macroéconomie a des aspects très importants, des apports qui avaient été faits d'ailleurs par un économiste français qui s'appelle Jean-Pascal Benassi, qui est à mon avis le meilleur économiste que la France ait produit depuis la Seconde Guerre mondiale. Il avait, comme ceux qui s'en souviennent, comme Léon Klauer et Léon Hufud, en réalité fait la microéconomie de la macroéconomie, c'est-à-dire montrer à quel point il y a un lien entre l'agrégation de marchés et les marchés eux-mêmes. Or, une sortie de crise, c'est évidemment, surtout une crise exogène, c'est une crise dans laquelle il est extrêmement compliqué de penser que le rééquilibre se fait sur l'ensemble des marchés. Et évidemment, c'est ce à quoi on a assisté, c'est toute une série de marchés qui ont vu leur évolution ou leur déséquilibre apparaître, et les équilibres se propagent d'un marché à un autre. C'est ce à quoi on assiste, et qui est au moins aussi important que ce qu'on a imaginé aujourd'hui, qui est très important déjà, sur le prix des matières premières ou sur même le fait de fournir des matières premières. On a d'autres chocs, le choc du rapport au travail qui est, à mon avis, loin d'être même clarifié, comment les choses vont se passer, comment est-ce qu'elles vont être associées, comment le télétravail sera porteur de gains de productivité ou non. Tout ça est extrêmement compliqué. Et puis, la hausse des prix, dont il faut bien voir que c'est en ça que c'est très compliqué. C'est un phénomène qui crée un mécanisme qui n'est pas forcément un processus inflationniste au sens où on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire une course-poursuite entre les salaires et la hausse des prix, mais tout simplement une évolution forte d'un certain nombre de matières premières. Tout le monde savait, on a répété ça 250 fois depuis des années, que le prix de l'énergie allait croître. Tout le monde sait que la relocalisation d'activités, même si elle est moins importante qu'on pourrait le souhaiter, mais évidemment ça augmente les prix. Tout le monde sait que les exigences légitimes en matière de baisse de chaleur, enfin de température, entraînera évidemment des surcoûts. Il se trouve que, avec mon ami Claire du siège économiste, il se trouve qu'il y a eu des réunions avec des responsables d'entreprises qui sont, à la fois vis-à-vis duquel on est totalement indépendant pour Aix, mais avec qui on a discuté. Et il y a eu une réunion absolument surréaliste, formidable. C'était pas le CAC 40, parce qu'il n'y a pas encore assez de femmes dans le CAC 40, c'était juste en dessous. Et là, il n'y avait que des patrons, Eramet, Keolis, enfin, il y avait tout ça. Et c'était formidable, parce que chacune d'entre elles disait, dans les 5 ans qui viennent, si j'ai pas 100 milliards, je ne peux pas me débrouiller. J'avais l'impression de dire, à moins de 100 milliards, on ne peut rien faire. Et il faut bien voir que ce sera une des questions majeures. Comment est-ce qu'on finance ce surcoût d'investissement sur le réchauffement climatique? C'est évidemment une des interrogations fortes. Le quatrième mot, c'est le mot d'incertitude. Je regarde la liste. Alors, les incertitudes, elles sont quand même très compliquées. Si l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, pardon, se retrouve en charge de décisions ou de conseils de décisions de politique économique, on se trouve quand même devant une difficulté majeure. Je ne parle pas du problème évident qui est le... Hein? J'ai 5 minutes? Non, il y a marqué 1h22. Alors je vais vite. Énormément d'incertitudes, je les cite. Faut-il, comment est-ce qu'on fait pour augmenter les salaires, les petits salaires de manière
non seulement à ce qu'ils puissent ne pas avoir on ne constate pas une baisse du pouvoir d'achat, mais que ceci permet de rééquilibrer les choses de manière plus satisfaisante. Comment est-ce qu'on joue sur la fiscalité? Il y a eu des tas d'idées sur les impôts de production, on en parle beaucoup. Une idée très très intelligente de la part d'ailleurs d'un membre du cercle des économistes qui s'appelle Alain Tranois, qui remet toute une partie de la fiscalité du logement et de la cession, donc des transferts sur la taxe foncière. Et c'est très passionnant à regarder, mais tout ça, c'est à dire. Comment est-ce qu'on essaye de réindustrialiser et comment est-ce qu'on décide qu'on concentre quand même nos efforts, parce que l'argent n'est pas infini, sur des secteurs d'activité qui sont des secteurs d'activité qui peuvent réellement reconquérir une partie de ce que nous avons perdu dans des conditions incroyables d'ailleurs. Et est-ce que c'est lié, cette désindustrialisation, à des problèmes de compétences? Est-ce que c'est lié à des problèmes donc de formation? Est-ce que c'est lié à des coûts du travail? Est-ce que c'est lié... Tout ça est tout à fait truc. Comment est-ce qu'on paye la transition énergétique? Alors, les calculs les plus variés existent. On considère qu'il faut au moins par an 2 à 3 points de PIB d'investissement de plus, c'est-à-dire il faut mettre sur la table entre 50 et 100 milliards d'euros pour la transition. Voilà, il va falloir les trouver, tous ces, parce qu'il n'y a pas que ça à financer, etc., etc., etc. Et comme vous me dites qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, on n'a pas le même truc. Votre temps restant, 19 minutes. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, j'en arrive au 4e sujet que j'appelle rebondir ou en fait un nouveau paradigme. Très difficile de savoir comment il faut réagir. Une fois de plus, il y a le très court terme et l'hypothèse du gouvernement, l'hypothèse des banquiers centraux, c'est qu'on a une hausse des prix, qu'il faut passer cette période, notamment, je suis convaincu que le gouvernement a ça en tête, et que c'est une sorte de marche d'escalier. Il faut arriver à compenser, c'est le rôle de l'État, pour ceux qui, j'allais dire, souffrent de hausse des prix inévitable, mais qu'on va se trouver sur une marche d'escalier. Et donc, dans la tête des dirigeants, et notamment des dirigeants français, ma conviction est qu'ils ne pensent pas, et je veux dire, c'est tout à fait acceptable comme hypothèse, qu'il peut y avoir une inflation, ou plus exactement un processus inflationniste qui se crée. Alors derrière, il y a des tas d'arguments, il y a encore beaucoup de chômeurs en France, il y a beaucoup de ceci, beaucoup de cela. L'argument qu'on a beaucoup employé dans les 15 dernières années, c'est que l'ensemble des organisations syndicales dans le monde entier, ou des représentations, j'allais dire, syndicales diverses et variées, avaient perdu leur force. Est-ce que ceci est encore valable dans 6 mois ou 1 an? Nul ne le sait. Je serais assez convaincu de ce point de vue-là, à condition qu'il y ait un rééquilibrage de la grille des salaires et qu'il y ait vraisemblablement un effort massif fait sur le logement. Est-ce que c'est un prêt à T0 généralisé? Je ne sais pas, il y a beaucoup d'hypothèses, je n'ai pas le temps de les discuter, mais je suis convaincu que le processus inflationniste doit être, j'allais dire, peut-être écarté, ce risque-là qui est majeur, évidemment, par des politiques de rémunération qui soient des politiques de rémunération intelligentes. Je rappelle aussi que dans les prévisions qui sont sorties de l'INSEE il y a 2-3 jours, le taux d'inflation prévu en France, pour ça que je dis qu'ils ont ça en tête, c'est 5%. En gros, quand Carter cède la place à Reagan, pays aux États-Unis, pas en France, l'inflation est d'environ 15%. Donc, on a vécu, ma génération a vécu avec des taux d'inflation qui étaient de 8-10%. C'était le bonheur d'ailleurs des gens qui procédaient à des acquisitions de logements. C'était formidable, parce qu'évidemment, une inflation de 10-12% sur des taux d'intérêt qui sont fixes, des trucs, c'était évidemment tout à fait favorable. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais pour d'autres raisons. Et donc, quand on a dit ça, on se dit, comment est-ce que je peux réfléchir à une croissance qui serait, j'allais dire, sobre, plus exactement durable. Sobre, c'est un côté moral qui peut-être est... il y a un très très bon livre d'ailleurs de Jean-Baptiste de Foucault sur ce point-là, qui est formidable, mais c'est une position qui est, je dirais, trop particulière et trop morale, mais une croissance durable.
durable, ça signifie que, enfin la définition elle est bien connue, mais que les choses se perpétuent dans le temps, qui se maintiennent, c'est-à-dire qu'on écarte l'hypothèse d'une croissance ou d'une décroissance ou d'une croissance faible pour faire plaisir à des gens qui ont d'ailleurs tout à fait le droit d'avoir cette position, mais en oubliant simplement qu'on va passer de 7,5, 8 milliards de personnes sur Terre à 10 milliards et que, à ma connaissance, s'il n'y a pas de quoi nourrir, loger et soigner les gens, c'est très compliqué. S'il n'y a pas de croissance, c'est très compliqué de gérer ça. Donc c'est dans cette affaire-là. Et c'est vrai que je suis convaincu que, vous allez voir la démarche, que si l'on a j'allais dire, à la fois une croissance soutenue. Soutenue, ça veut dire, vous voyez, notre croissance potentielle est vraiment assez faible, peut-être un peu plus de 1, entre 1 et 1,5. Ça suppose que des efforts soient faits, des changements soient faits. Une fois de plus, j'ai pris l'exemple de l'apprentissage tout à l'heure, c'est un vrai changement. On doit pouvoir faire des changements. Et comme je crois assez que le marché du travail est désormais beaucoup plus actif, qu'il y a sous le pied de notre société peut-être 800 000, 900 000 emplois disponibles. Pour ça, il faut résoudre des tas de problèmes, notamment le logement des gens. Je crois donc qu'on peut avoir une hypothèse de croissance. Je ne parle pas des 6 mois qui viennent, mais je suis dans la logique gouvernementale que ça ne va pas durer longtemps. Je crois qu'on peut retrouver des taux de croissance qui ne sont pas très éloignés, qui ne sont pas géants, mais pas très éloignés de 2%. Je crois que si on fait un effort important en matière d'innovation, on doit pouvoir retrouver des gains de productivité qui sont un peu supérieurs à ce qu'on connaît maintenant et qui sont de l'ordre peut-être compris entre 1,5 et 2%. Tout ça, c'est, j'allais dire, approximatif, mais c'est pour les ordres de grandeur. Et vous voyez que derrière tout ça apparaît à la fois une notion keynésienne, celle de fond qu'une demande se doit d'être solide. Alors, il faut aussi qu'elle soit fournie par des produits qui sont aussi produits sur place. Enfin, pas sur place, mais en France, il n'y a pas de déséquilibre. Mais il y a quand même cette hypothèse, si on réindustrialise un peu, si on est un peu plus malin, etc., on doit pouvoir jouer le coup. Et c'est une démarche qui a un caractère ou un aspect assez keynésien. Et puis, et c'est le principe de la demande effective. Et puis d'un autre côté, et pardon, je rajoute évidemment qu'il y a une partie d'investissement, soit public, soit garantie par le public, parce que l'épargne des Français est en fait d'épargne de vieux, et que il faut moi, si on me propose un truc qui va donner des résultats dans 20 ans, je regarde ça avec intérêt et je n'y participe pas. Donc, il y a cette approche en réalité d'un investissement qui se doit d'être plus important, et notamment un investissement d'une certaine manière financé par une épargne, mais je rajoute d'une certaine manière un peu garantie, et d'un autre côté des innovations qui sont extrêmement importantes. C'est elles qui tirent des gains de productivité, puisque un jour ou l'autre, le solo pourra se retourner dans sa tombe, et l'astuce qu'on peut avoir, c'est que les innovations ne sont pas quelque chose d'homogène, c'est une erreur de le penser. Il y a des innovations qui créent de l'emploi, qui créent des biens et services nouveaux et qui sont porteurs finalement de créateurs réellement de richesse. Et puis il y a des innovations qui sont des innovations de rationalisation et qui, par nature, diminuent l'emploi. Et c'est une erreur de les mettre toutes dans le même paquet parce qu'elles n'ont pas du tout le même rôle. Je ne voudrais pas citer un des GAFA le plus connu. Quand on dit c'est formidable, il crée des emplois dans ses entrepôts à tel ou tel endroit, on s'aperçoit qu'il a créé 1000 emplois, mais tout le monde oublie qu'il y en a eu N milliers qui ont disparu à droite et à gauche dans les centres-villes. Donc tout ça est un peu plus compliqué. Et donc, vous voyez bien que cette deuxième approche est une approche de la destruction créatrice, au sens où Philippe Aghion en parle avec beaucoup de talent. Et l'idée que j'avais, c'était que la trajectoire favorable qui permette à la fois d'être une croissance durable, une fois de plus, pas une croissance géante, 2%, une croissance respectueuse de l'environnement, une croissance qui, en réalité, ne va pas être trop soumise à des évolutions. Je ne parle pas des 6 prochains mois.
Il faut relier, alors vous allez voir où ça va conduire, ce sera ma conclusion. Il faut relier à la fois cette approche keynésienne et cette approche schumpeterienne. Au fond, c'est offre et demande dans l'opération, mais une offre très structurée autour de l'innovation, mais en distinguant deux types d'innovation et une approche de demande qui est assez largement soutenue par un investissement qui est collectif. Il faudra bien investir sur les passoires thermiques dans les logements, etc. Et donc, ces deux affaires, en fait, marchent assez bien. Et j'y rajoute un auteur que vous avez tous oublié, mais qu'il ne faut pas oublier, parce que ce fut l'un des plus grands, qui est Kaldor. Et Kaldor a été un des élèves de Keynes, il a pris ses licences par la suite, et il a fait beaucoup d'erreurs, comme tous les économistes, hein, c'est pas le sujet, ça définit bien l'économie, mais il a en réalité introduit un principe qui est très intéressant, qui est le troisième principe auquel je crois, qui est celui de cette balle de ping-pong entre l'offre et la demande, vous voyez bien que les politiques sont, soit brutalement on dit il faut absolument augmenter le taux de marge, donc c'est une politique de l'offre, après ça les autres disent il faut absolument augmenter le SMIC, c'est une politique de demande. En réalité, c'est une articulation entre les deux qui est favorable et qui est assez bien traitée là-dessus. Et qu'est-ce que ça donne, mes amis? C'est ça qui est important, c'est le résultat. Et d'ailleurs, j'aurai 10 minutes, on pourra entrer. Ça montre, oui, 10 minutes. Ah non, je n'ai pas terminé là. Votre temps restant, 9 minutes 52. Bon, attendez. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la question fondamentale de l'économie politique, depuis Ricardo, depuis toujours, ça a été la question de la répartition des revenus du capital et du travail. C'est ça le fond du sujet. Alors, quand vous prenez par exemple la croissance américaine, et je termine là-dessus, parce que d'ailleurs, on peut lui donner un peu de l'exomile, parce que là, vous prenez la croissance américaine, vous voyez qu'elle était toujours environ à 3%. Alors, corrélation ne veut pas dire causalité, mais qu'elle baisse de manière assez significative, en même temps que la part des revenus du capital augmente. Ce n'est pas noir et blanc, ce n'est pas énorme, mais la baisse, c'est de 3 à 2, et la part de revenus du capital, en fait, passe en gros du tiers, ça a toujours été le tiers, à environ 40%. Et donc, dans cette affaire, moi je l'ai modélisé, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que si on a cette approche, s'en déduisent pour que c'est lieu deux répartitions majeures. La première, c'est celle qui répartit la valeur ajoutée entre les revenus du capital et du travail. Dans le cas français, les chiffres auxquels on aboutissait pour 5-10 ans, il ne s'agit pas de faire de révolution, on s'apercevait qu'il faut vraisemblablement faire basculer progressivement du revenu du capital vers les revenus du travail de l'ordre de 4 points de PIB, c'est-à-dire une centaine de milliards d'euros, une fois de plus sur une dizaine d'années. Il ne s'agit pas du tout de faire des choses hallucinantes, mais ça permet de trouver cet équilibre. Et la deuxième chose, c'est quelle est la répartition entre les innovations de capacité, c'est-à-dire celles qui créent de la richesse et de l'emploi, et les innovations qui créent essentiellement de la rationalisation, c'est-à-dire de la perte d'emploi, et on s'aperçoit que l'un et l'autre sont importants, mais qu'il faut, alors là aussi c'est un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais mettre presque les 2/3 en innovation de capacité. En un mot, les plateformes ne sont pas obligatoirement l'avenir d'une croissance forte et durable. Ce n'est pas comme ça que les choses se font. Alors certes, Amazon crée des emplois, mais il en détruit un peu plus, donc quand on regarde bien la balance, c'est pas top. Voilà. Donc, derrière ce petit cheminement, j'ai voulu dire deux choses. La première, c'est qu'il y avait en réalité une situation d'incertitude qui n'est pas liée qu'à la guerre en Ukraine, qui est liée tout simplement au fait qu'on passe d'une trajectoire de l'économie mondiale qui avait déjà décru, qui avait plutôt s'était modifiée, mais là elle se modifie de manière très forte avec relocalisation, prix de l'énergie, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Première remarque. Et deuxième remarque, c'est que notre pays, de mon point de vue, et chacun y trouvera les raisons qui expliquent ça,
se trouve en réalité sur une trajectoire qui est, je trouve, plus favorable que ce qu'elle fut, en tout cas dans les 30 dernières années. Elle est plutôt dans une situation formidable. Simplement, il faut faire des réformes, mais pas des réformes n'importe comment. Je vous passe la réforme sur les retraites, mais c'est un très très bon exemple. Ce n'est pas le problème de savoir si on est à 64 ans. Évidemment, en plus, Marisol Touraine y arrive, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a 56% simplement des gens qui vont de 55 ans à 64 ans ou 63 ans qui sont au travail. Et que c'est ça le sujet. Le sujet français, il est majeur, et ce sera ma conclusion positive, c'est que la plupart des problèmes et des dysfonctionnements de l'économie française, qui est plutôt celle dont je pense qu'elle a le plus d'avenir en Europe, est liée au fait qu'il manque 5%, 6% d'heures de travail. On peut y trouver partout. On peut y trouver chez les jeunes. J'ai beaucoup plus de temps, j'aurais développé cet aspect-là. On peut y trouver. Mais il est clair que le premier des sujets, ça a d'ailleurs été amélioré sur les 55, 60 ans. On est maintenant près de 70% des gens qui sont au travail. C'est d'augmenter la part du travail et le fait que les gens ne sont pas au chômage entre 55 et 60 et quelques. Et ça signifie, mais ça c'est une vraie révolution systémique, c'est les entreprises, et qu'on considère dans les entreprises qu'à partir de 55 ans, la carrière de quelqu'un n'est pas finie et que sa formation continue ne doit pas être uniquement l'agriculture, la cuisine végane et le développement de la culture aztèque. Voilà, je vous remercie.